Chapitre 3. L'État. L'État, comme agresseur. L'idée centrale de la philosophie libertarienne, donc, consiste à s'opposer à toute forme d'agression contre les droits de propriété que les individus détiennent sur eux-mêmes, et sur leurs possessions matérielles acquises librement et volontairement. Pour autant que la philosophie libertarienne condamne évidemment tout type d'activité criminelle, tant individuelle que conduite en bande. Cette position ne lui est toutefois pas propre, dans la mesure où presque tout le monde et toutes les écoles de pensée contestent le recours arbitraire à la violence contre les individus et la propriété. La pensée libertarienne présente cependant une certaine particularité dans ce domaine aussi unanime qu'est la protection des individus contre la criminalité. Dans la société libertarienne, il n'existerait pas de procureur de la République chargé, même contre les vœux de la victime, de poursuivre les criminels en justice au nom d'une société imaginaire. Seule la victime déciderait de porter plainte ou non. À cet égard, et comme corollaire de la proposition précédente, dans un monde libertarien, la victime pourrait engager des poursuites contre un malfaiteur sans avoir à persuader ce même procureur. En outre, le système pénal libertarien ne mettrait pas l'accent, comme c'est le cas à l'heure actuelle, sur l'emprisonnement du criminel par la société. L'accent serait nécessairement placé sur le dédommagement de la victime par le criminel responsable. Le système actuel, dans lequel la victime n'est pas indemnisée, mais au contraire, doit verser des impôts pour financer l'incarcération de son agresseur, serait considéré comme une absurdité dans un monde concerné par la protection des droits de propriété, et particulièrement focalisé sur la victime du crime. Par ailleurs, alors que la plupart des libertariens ne sont pas des pacifistes, ils rejetteraient pour autant le système actuel qui viole le droit des gens d'être pacifistes. Ainsi, supposons que John, un pacifiste, soit attaqué par Smith, un délinquant. Si John, fidèle à ses principes, refuse de recourir à la force pour se défendre, et par conséquent rejette l'idée d'engager toute poursuite contre ce crime, alors John déclinera simplement d'exercer une action en justice, et cela s'arrêtera là. Il n'y aura pas d'appareil bureaucratique gouvernemental pour engager des poursuites et juger les criminels contre le souhait des victimes. Mais la distinction cruciale entre les libertariens et le reste ne réside pas dans le domaine de la criminalité privée. La différence primordiale concerne leur perspective quant au rôle de l'État. Le gouvernement. Les libertariens jugent l'État comme l'ultime, le perpétuel, le mieux organisé des criminels s'en prenant à l'intégrité et à la propriété de la grande majorité du public. Tous les États, partout, qu'ils soient démocratiques, dictatoriaux ou monarchiques, qu'ils arborent le rouge, le blanc, le bleu ou le marron. L'État. Depuis toujours, le gouvernement, ses dirigeants et ses agents, ont été considérés comme se situant au-delà de la morale. Les papiers du Pentagone ne sont qu'un récent exemple d'une quantité innombrable d'instances, dans l'histoire, d'hommes, la plupart se comportant de manière tout à fait respectable dans leur vie privée, qui mentent comme des arracheurs de dents au public. Pourquoi? Pour raison d'État. Agir au service de l'État permet prétendument de justifier des actions qui seraient qualifiées d'immorales ou de criminelles si elles étaient perpétrées par des citoyens privés. La particularité des libertariens réside dans le fait d'appliquer de manière détachée et intransigeante les principes moraux généraux aux personnes agissant au profit de l'appareil d'État. Les libertariens n'accordent aucune exception. Pendant des siècles, l'État, ou, plus exactement, les individus agissant en tant que membres du gouvernement, a voilé son activité criminelle dans une rhétorique grandiloquente. Pendant des siècles, l'État a commis des meurtres de masse qu'il a appelés guerre, il a ensuite ennobli ce massacre qu'est la guerre. Pendant des siècles, l'État a réduit la population en esclavage en l'intégrant dans ses forces armées, ce qu'il a appelé conscription en faveur du service national. Pendant des siècles, l'État a pillé la population à la pointe de la baïonnette, ce qu'il a appelé imposition. En réalité, si vous souhaitez savoir comment les libertariens appréhendent l'État et ses actions, voyez simplement l'État comme une bande criminelle organisée,
et toutes les considérations libertariennes s'emboîteront logiquement comme un puzzle. Considérons, par exemple, ce qui distingue nettement le gouvernement de toutes les autres organisations émanant de la société. De nombreux politologues et sociologues ont rendu floue cette distinction vitale, et définissent tous les groupes et organisations comme hiérarchiques, structurés, ou présentant un aspect gouvernemental. Les anarchistes de gauche, par exemple, mettent dans le même panier le gouvernement, et des organisations privées telles que les entreprises, sur le fondement que chacune de ces entités est élitiste et coercitive. Mais le libertarien de droite n'est en rien opposé aux inégalités, et n'emploie le concept de coercition que s'il y a recours à la violence. Le libertarien opère une distinction cruciale entre le gouvernement, que ce soit au niveau fédéral, au niveau des États fédérés, ou au niveau local, et le reste des institutions de la société. Ou plutôt, deux distinctions cruciales. En premier lieu, tout individu ou groupe d'individus perçoit son revenu par le biais d'une transaction volontaire, soit en recevant une contribution volontaire ou la charité, telle que le club local d'échecs ou de bridge, ou par l'achat volontaire de ses biens ou de services dans le cadre du libre marché, comme le propriétaire de l'épicerie du quartier, le joueur de baseball, l'ouvrier travaillant dans l'industrie sidérurgique. Seul le gouvernement obtient ses revenus par le biais de la coercition et de la violence, c'est-à-dire par la menace directe de saisie ou d'emprisonnement si le paiement n'est pas réalisé. Ce prélèvement coercitif est l'impôt. En second lieu, à l'exclusion des criminels hors la loi, seul le gouvernement peut utiliser ses ressources financières pour perpétrer des actes d'agression contre ses sujets, ou ceux d'un autre État. Seul le gouvernement peut interdire la pornographie, contraindre la population à respecter une célébration religieuse, ou emprisonner des gens pour avoir vendu des biens à un prix supérieur à celui que le gouvernement estime juste. Ces deux distinctions, naturellement, peuvent être résumées de la manière suivante: seul le gouvernement est habilité, dans une société, à transgresser les droits de propriété de ses sujets, que ce soit pour extorquer des revenus, pour imposer un code moral ou pour assassiner ceux avec lesquels il se trouve en désaccord. En outre, tous les gouvernements, même le moins despotique d'entre eux, ont toujours obtenu l'essentiel de leurs revenus grâce à leur pouvoir coercitif d'imposition. Et historiquement, les gouvernements sont coupables et responsables de l'écrasante majorité des cas d'esclavage et des meurtres de masse. Ainsi, comme nous avons déjà évoqué que l'idée centrale de la philosophie libertarienne est de s'opposer à toute forme d'agression contre les droits de propriété et les droits de l'individu, le libertarien conteste nécessairement l'institution étatique comme étant intrinsèquement, et de manière accablante, le pire ennemi de ses droits. Il existe une autre raison pour laquelle la violence étatique s'est révélée bien plus redoutable que celle causée par des criminels privés. Une autre explication que la simple taille de cette organisation ou que celle liée à la formidable capacité qu'ont ses dirigeants de mobiliser et de centraliser des ressources. La raison réside dans l'absence totale de tout contre-pouvoir à la prédation de l'État, un contre-pouvoir qui existe bien lorsque l'on doit s'inquiéter d'un agresseur ou de la mafia. Afin de se protéger des criminels privés, nous avons confié cette mission à l'État et à la police. Mais qui nous protège de l'État lui-même? Personne. Parce qu'une autre caractéristique fondamentale de l'État est qu'il impose le monopole du service de la sécurité, l'État s'arroge le quasi-monopole de la violence et se proclame autorité suprême de décision de la société. Si nous n'apprécions pas les décisions des tribunaux étatiques, par exemple, il n'existe pas d'autres entités de protection auxquelles nous pourrions recourir. Il est vrai qu'aux États-Unis, au moins, nous disposons d'une constitution qui impose de strictes limites quant à certains pouvoirs du gouvernement. Mais, comme nous l'avons découvert au cours du siècle passé, aucune constitution ne peut interpréter ses propres dispositions et ne peut en assurer la correcte application, elle doit être interprétée par des hommes. Et si l'ultime pouvoir d'interprétation de la Constitution est attribué à la Cour suprême, qui dépend du gouvernement,
alors cette juridiction risque de développer la tendance presque inéluctable de donner son assentiment à l'extension continuelle des pouvoirs de son gouvernement. En outre, les tant célébrés contre-pouvoirs et contrepoids et le principe de la séparation des pouvoirs qui régissent l'organisation du gouvernement américain sont, le moins que l'on puisse dire, vulnérables, puisqu'en fin de compte les trois pouvoirs relèvent du même gouvernement et sont gouvernés par la même caste de dirigeants. L'un des plus brillants théoriciens politiques américains, John C. Calhoun, décrivit de manière prophétique la propension intrinsèque de l'État à passer outre les restrictions de sa constitution écrite. Une constitution écrite présente indéniablement de nombreux et considérables avantages, mais il est une grande erreur de croire que l'inscription de dispositions destinées à restreindre et encadrer les pouvoirs du gouvernement, sans investir ceux pour la protection desquels elles sont insérées des pouvoirs de la faire respecter, sera suffisante pour empêcher le parti dominant d'abuser de ses pouvoirs. Disposant des pouvoirs du gouvernement, ils seront favorables à tous les pouvoirs qui leur sont conférés par la Constitution et contesteront toutes les limites qu'elle impose. Comme parti majeur et dominant, ils ne requerront pas ces restrictions pour leur propre protection. Le parti minoritaire au contraire, se trouvant en position de faiblesse, adoptera la stratégie opposée et considérera ces restrictions comme essentielles pour se protéger du parti majoritaire. Mais là où il n'existe pas de moyens par le biais desquels il pourrait contraindre le parti dominant à observer scrupuleusement ces restrictions, leur dernier recours consisterait à adopter une interprétation stricte de la Constitution. En réponse, le parti dominant proposerait de s'appuyer sur une interprétation souple qui lui permettrait d'interpréter le plus largement possible les dispositions de la Constitution. S'ensuivrait l'opposition des deux interprétations, l'une privilégiant la contraction des pouvoirs et l'autre favorisant leur extension maximale. Mais de quel secours pourrait être l'interprétation stricte des dispositions constitutionnelles pour le parti minoritaire contre l'interprétation souple du parti au pouvoir, alors que ce dernier détient tous les leviers du pouvoir lui permettant d'imposer sa perspective et que l'autre se voit privé de tout contre-pouvoir lui permettant d'imposer ses vues? Dans une confrontation aussi inégale, l'issue serait certaine. Le parti enclin à imposer des restrictions serait dominé. Cette confrontation se conclurait par le renversement de la Constitution. Les restrictions se trouveraient en fin de compte annulées et le gouvernement se trouverait investi de pouvoir absolu. La séparation du gouvernement en branches bien distinctes et, chacune au regard de l'autre, indépendante, ne permettrait pas d'empêcher cette conclusion. Parce que chacune de ces branches est tout à la fois et, naturellement le gouvernement dans son ensemble se trouverait sous la tutelle d'une majorité numérique. Il paraît trop évident pour nécessiter une explication qu'une simple répartition de ces pouvoirs entre ces différents agents ou représentants ne permettrait pas de contrecarrer sa propension à l'oppression et à l'abus de pouvoir. Mais pourquoi s'inquiéter de la fragilité des restrictions imposées au pouvoir gouvernemental? Particulièrement en démocratie, selon la formule fréquemment employée par les libéraux américains à leur apogée jusqu'au milieu des années 1960, période à partir de laquelle l'utopie libérale commença à se fissurer, ne sommes-nous pas le gouvernement? Dans l'expression « nous sommes le gouvernement », le pronom pluriel nous a permis de dissimuler et de camoufler la nature purement abusive de la vie politique. Parce que si nous sommes réellement le gouvernement, alors tout ce qu'un gouvernement impose à un individu n'est pas seulement juste et non despotique, c'est aussi délibéré, du point de vue de l'individu concerné. Si le gouvernement a contracté une importante dette publique, qui doit être remboursée en taxant un groupe au nom d'un autre, la réalité de ce fardeau est aisément dissimulée en déclarant le ton léger « nous le devons à nous-mêmes » mais qui sommes-nous et qui sont nous-mêmes? Si le gouvernement conscrit quelqu'un, ou l'emprisonne pour tenir une opinion dissidente, alors cet individu se l'impose à lui-même et par conséquent rien de mal ne s'est passé. Si l'on suit ce raisonnement, donc, les Juifs massacrés par le régime nazi n'ont pas été massacrés, ils se sont simplement suicidés, puisqu'il était le gouvernement, qui est arrivé au pouvoir par voie démocratique,
et par conséquent tout ce que le gouvernement leur a infligé relevait en fin de compte de leur intention délibérée. Les adeptes du gouvernement, qui envisagent l'État comme un agent bienveillant du public agissant selon la volonté de ce dernier, ne peuvent fournir d'explications sensées à de telles absurdités. Nous devons donc conclure que nous ne sommes pas le gouvernement n'est pas nous. Le gouvernement ne représente pas, sous quelque forme que ce soit, la majorité de la population, mais même si c'était le cas, même si 90% de celle-ci décidaient de massacrer ou de réduire en esclavage les 10% restants, cela constituerait toujours un massacre ou un cas d'esclavage, et cela ne pourrait être qualifié de suicide ou d'esclavage volontaire de la part de la minorité oppressée. Un crime est un crime, la transgression d'un droit est une transgression, peu importe combien de citoyens ont approuvé l'oppression. Une majorité n'a pas de caractère sacro-saint. En effet, une foule prête à lyncher un individu constitue elle aussi une majorité dans son propre contexte. Mais tandis que la majorité, comme dans le cas d'un lynchage, peut devenir tyrannique et violente, le fonctionnement régulier de l'État répond à une logique oligarchique, gouvernement par une élite recourant à la coercition et qui s'est emparée de l'appareil étatique. Deux raisons expliquent cela. L'une réside dans l'inégalité et la division du travail inhérente à la condition humaine, qui conduit à l'émergence d'une loi des reins de l'oligarchie dans toutes les activités de l'homme, l'autre trouve son origine dans la nature parasitique de l'État lui-même. Nous avons déjà indiqué que l'individualiste n'est pas égalitariste. L'individualiste est en effet suffisamment perspicace pour percevoir la diversité et l'individualité au sein de l'espèce humaine. Une diversité qui a la possibilité de s'épanouir et de s'étendre au fur et à mesure que la civilisation progresse et que les conditions de vie s'améliorent. Les individus se distinguent en fonction de leurs compétences et intérêts tant au sein d'un même corps de métier qu'entre différents domaines professionnels, ainsi, dans toutes les professions et façons de vivre, que ce soit la production d'acier ou la création d'un club de bridge, la direction de l'activité concernée reviendra inévitablement à une petite minorité composée des individus les plus compétents et dynamiques, tandis que la majorité restante se répartira les postes subalternes. Cette vérité vaut pour tout type d'activité, qu'elle soit bénéfique ou malveillante, comme dans les organisations criminelles. En effet, la loi des reins de l'oligarchie fut développée par le sociologue italien Robert Michel, qui établit que le Parti social-démocrate d'Allemagne, malgré son engagement rhétorique en faveur de l'égalitarisme, fonctionnait de manière oligarchique et observait une hiérarchie stricte. La deuxième raison essentielle pour expliquer la logique oligarchique de l'État réside dans sa nature parasitique, le fait qu'il subvienne à ses besoins en s'appropriant la production de la population de manière coercitive. Pour qu'elle assure la prospérité de ceux qui la pratiquent, les fruits de l'exploitation parasitique doivent revenir à une petite minorité, sans quoi le pillage insensé de tous par tous ne profiterait à personne. Nulle part la nature coercitive et parasitique de l'État n'a-t-elle été mieux analysée que chez le grand sociologue allemand de la fin du XIXe siècle, Franz Oppenheimer. Oppenheimer mit en exergue qu'il n'existe que deux moyens, mutuellement exclusifs, pour l'homme, de créer de la richesse. En premier lieu, la production et l'échange volontaire, le libre marché, qu'Oppenheimer avait dénommé les moyens économiques, en second lieu, le pillage et le recours à la force, qu'il avait qualifié de moyens politiques. La voie politique apparaît clairement parasitique parce qu'elle implique qu'une production existe déjà pour pouvoir la confisquer, et elle contribue à réduire, et non à accroître, le niveau global de production d'une société donnée. Oppenheimer poursuivit son raisonnement et définit l'État comme l'organisation des moyens politiques, la systématisation de la prédation dans le cadre d'un territoire géographique donné. En un mot, la criminalité d'ordre privé est, au mieux, sporadique et incertaine, le parasitisme est fugace et ce moyen de subsistance parasitique et coercitif peut être arrêté à tout moment si la victime décide de résister. L'État organise une prédation légale, ordonnée, systématique sur la propriété des producteurs,
Il assure un moyen de subsistance certain, sécurisé et relativement pacifique à la caste parasitique de la société. L'éminent libertarien Albert Jenoch écrivit avec éclat que l'État proclame et exerce le monopole de la criminalité. Il interdit la délinquance d'ordre privé, mais organise lui-même des meurtres de masse. Il punit le vol d'ordre privé, mais il met la main sans scrupule sur tout ce qu'il désire, que ce soit la propriété d'un citoyen ou d'un étranger. Au départ, naturellement, il peut paraître surprenant d'envisager l'impôt comme une forme de vol, et donc le gouvernement comme une bande de malfaiteurs. Mais quiconque persiste à croire au caractère volontaire de l'impôt peut simplement observer les conséquences s'il ne verse pas le montant exigé. L'excellent économiste Joseph Schumpeter, qui n'était en aucun cas libertarien, écrivit que l'État a toujours vécu grâce à des ressources produites par la sphère économique privée à des fins privées, qui ont ensuite été détournées de ses objectifs par la force politique. La théorie qui analyse les impôts par analogie aux cotisations d'une organisation privée ou au paiement de services, comme par exemple un médecin, ne fait que démontrer combien ce domaine des sciences sociales est éloigné des habitudes scientifiques de l'esprit. L'éminent adepte viennois du positivisme juridique, Hans Kelsen, s'efforça, dans son traité de droit, théorie générale du droit et de l'État, d'élaborer une théorie politique visant à justifier l'État, sur un fondement strictement scientifique et exempt de toute connotation morale. Ce qu'il s'est passé, c'est qu'au début du livre, il s'est retrouvé confronté à la pierre d'achoppement cruciale, au pont asinorum de la philosophie politique. Qu'est-ce qui distingue les ordres de l'État des commandements d'un brigand? La réponse de Kelsen consista à déclarer les édits étatiques valides, puis de poursuivre volontiers depuis ce postulat, sans même prendre la peine de définir et d'expliquer ce concept de validité. Ainsi, réfléchir à la question suivante constituerait un excellent exercice pour les non-libertariens: comment pouvez-vous définir l'impôt de telle façon à le distinguer du vol? Le grand anarchiste individualiste et avocat constitutionnaliste du XIXe siècle, Lysander Spooner, y répondit avec facilité. L'analyse de l'État par Spooner en tant que groupe criminel organisé est peut-être la plus accablante qui ait jamais été écrite. Il est vrai que selon la théorie de notre Constitution, tous les impôts sont versés délibérément, que notre gouvernement forme une compagnie d'assurance mutuelle, à laquelle les gens ont adhéré volontairement. Mais cette théorie de notre gouvernement se révèle très éloignée de la pratique. Le fait est que le gouvernement, tout comme un bandit de grand chemin, s'adresse à un individu de la manière suivante: la bourse, ou la vie. Et nombreux, si ce n'est tous, sont les impôts versés sous la contrainte de cette menace. Le gouvernement, il est vrai, n'attire pas dans des lieux isolés, ne surgit pas du bord de la chaussée, et ne braque pas un pistolet sur la tempe pour faire les poches. Mais le vol constitue néanmoins un vol pour tout ce qu'il en est, et il est bien plus ignoble et honteux à cet égard. Le bandit de grand chemin prend uniquement sur lui la responsabilité, le danger et la criminalité de son acte. Il n'allègue pas avoir de prétention légitime sur votre argent, ou qu'il compte l'utiliser pour votre bénéfice. Il ne prétend pas être autre chose qu'un simple voleur. Il n'a pas suffisamment d'insolence pour profiter n'être qu'un simple protecteur, et affirmer percevoir l'argent des gens contre leur volonté afin de lui permettre de protéger ses voyageurs épris, qui se sentent tout à fait capables de se protéger eux-mêmes, ou n'apprécient pas son très original système de protection. C'est un homme trop sensé pour pouvoir assumer de telles déclarations. En outre, une fois qu'il s'est emparé de votre bourse, il vous laisse, tel que vous le souhaitez. Il n'insiste pas pour vous suivre sur la route, contre votre volonté, il ne se déclare pas votre souverain légitime, en raison de la protection qu'il vous accorde. Il ne continue pas de vous protéger, en vous donnant des ordres sur la façon de s'incliner devant lui et de le servir, en vous obligeant à faire ceci, ou en vous interdisant de faire cela, en vous pillant vos ressources aussi souvent qu'il en a l'intérêt ou le désir, et en vous qualifiant de rebelle, de traître, et d'ennemi de votre pays, ou en vous tirant dessus sans pitié,
si vous osez remettre en cause son autorité ou résister à ses exigences. Il est bien trop gentleman pour se révéler coupable de telles impostures, de telles insultes, de telles infamies. En un mot, il ne s'efforce pas, outre le fait de vous voler, de faire de vous son dupe ou son esclave. Si l'État est un groupe de pillards, qui donc compose l'État? Manifestement, l'élite dirigeante comprend à tout moment, l'appareil permanent les rois, les hommes politiques et les bureaucrates qui sont au service de l'État et en assurent la gestion au quotidien, ainsi que, b. les groupes qui ont œuvré pour obtenir des privilèges, des subventions et des avantages de l'État. Le reste de la société sont les gouvernés. Ce fut une nouvelle fois John C. Calhoun qui comprit avec grand discernement que, aussi limité soit le pouvoir du gouvernement, aussi faible soit le montant des impôts ou aussi égalant soit la répartition, la simple existence du gouvernement crée deux classes inégales et intrinsèquement conflictuelles dans la société, ceux qui, en net, paient des impôts, les contribuables, et ceux qui, en net, vivent des impôts, les consommateurs d'impôts. Supposons que le gouvernement impose une faible taxe apparemment répartie de manière égale pour financer la construction d'un barrage. Par cette simple action, le gouvernement prélève de l'argent de la plupart du public pour la reverser aux consommateurs d'impôts, les bureaucrates qui gèrent l'opération, les contractants et leurs employés qui construisent le barrage, etc. Et, poursuivit Calhoun, plus étendu est le pouvoir de décision du gouvernement, plus le fardeau fiscal est lourd, et plus l'inégalité artificielle qu'il impose entre les deux classes se révèle importante, bien qu'ils soient peu nombreux, au regard du reste de la population. Les agents et employés du gouvernement forment la section de la communauté qui est le destinataire exclusif des recettes de l'impôt. Quel que soit le montant prélevé à la communauté sous forme de taxes, s'il n'est déjà perdu, leur revient sous forme de dépenses ou de déboursements. Les deux déboursements et impôts constituent l'action fiscale du gouvernement. Ils sont étroitement corrélés. Ce que l'un prélève à la communauté sous l'appellation d'impôt est transmis à la partie de la communauté que sont les destinataires des dépenses de l'État. Mais dans la mesure où les destinataires ne forment qu'une simple partie de la communauté, il s'ensuit que, si l'on envisage le processus fiscal dans son entièreté, l'action fiscale ne peut être qu'inégale entre ceux qui paient les impôts et ceux qui en reçoivent le produit. Il ne peut en être autrement, sauf si ce qui est prélevé de chaque individu sous forme d'impôt lui est retransmis sous forme de déboursement, ce qui rendrait le processus inopérant et absurde. Ainsi, l'issue inéluctable de l'action fiscale inégalitaire du gouvernement est de diviser la communauté en deux grandes classes, la première, composée de ceux qui, en pratique, versent des impôts, et donc, bien sûr, supportent exclusivement le fardeau de financer le gouvernement, et la seconde, composée de ceux qui sont les destinataires du produit de l'impôt sous forme de déboursement, et qui sont, en réalité, assistés par le gouvernement, ou, pour le dire en un mot, une division de la communauté entre les contribuables et les consommateurs d'impôts. Ce processus conduit à l'émergence d'une relation antagoniste entre ces deux classes, dans le contexte de l'action fiscale du gouvernement et au regard de toutes les politiques publiques qui y sont associées. Parce que plus élevés sont les impôts et les déboursements, plus élevé est le profit de l'un et le fardeau de l'autre, et inversement. La conséquence, donc, de chaque hausse d'impôts est d'enrichir et de renforcer la position de l'un, et d'appauvrir et d'affaiblir celle de l'autre. Si les États ont partout été dirigés par une élite oligarchique de prédateurs, comment ont-ils été capables de maintenir leur domination sur le reste de la population? La réponse, comme l'avait suggéré le philosophe David Hume voilà plus de 2 siècles, est que, sur le long terme, chaque gouvernement, aussi despotique soit-il, s'appuie sur le soutien de la majorité de ses sujets. Naturellement, cela ne signifie pas que ces régimes soient volontaires, puisque la simple existence d'impôts et le recours à d'autres mesures coercitives témoignent du niveau de contrainte que l'État doit exercer pour gouverner. Par ailleurs, cela ne signifie pas non plus que le soutien de la majorité soit fervent ou enthousiaste,
Il peut n'être qu'un assentiment passif ou une forme de résignation. L'association des deux termes la mort et les impôts, selon la célèbre expression, traduit une acceptation passive et résignée du caractère prétendument inévitable de l'État et de l'impôt. Les consommateurs d'impôts, les groupes qui bénéficient des politiques de l'État, seront naturellement de fervents, plutôt que passifs, partisans de l'institution étatique. Mais ce ne sont qu'une minorité. Comment s'assurer de l'acquiescence et de l'assentiment de la grande majorité de la population? Nous abordons ici la problématique centrale de la philosophie politique, ce domaine de la philosophie qui traite de la politique, de l'exercice de la violence institutionnalisée, le mystère de l'obéissance civile. Pourquoi la population obéit-elle aux ordres et accepte-t-elle les déprédations de l'élite dirigeante? L'écrivain conservateur James Burnham, qui se situe à l'opposé de la philosophie libertarienne, expose clairement le problème, et admet qu'il n'existe pas de justification rationnelle à l'obéissance civile, ni l'origine ni la justification du gouvernement ne peuvent être expliquées en des termes rationnels. Pourquoi devrais-je reconnaître le principe héréditaire ou le principe démocratique ou tout autre principe de légitimité? Pourquoi un principe devrait justifier la domination d'un homme sur moi? Sa propre réponse n'est pas élaborée de telle manière à en convaincre de nombreux autres. J'accepte le principe, simplement. Parce que je l'accepte, parce que c'est la manière dont les choses ont toujours été organisées et le sont encore à l'heure actuelle. Mais supposons que l'on n'accepte pas ce principe, quelle sera la raison alors? Et pourquoi la plupart des gens ont-ils avalisé ce principe? L'État et les intellectuels. La réponse est que, depuis les origines de l'État, ses dirigeants se sont toujours appuyés, afin d'asseoir leur domination, sur une alliance avec la caste intellectuelle de la société. Les masses n'élaborent pas leurs propres idées abstraites, ou ne réfléchissent pas à ces concepts avec un esprit critique, ils se conforment passivement aux idées adoptées et promues par la classe des intellectuels, qui deviennent par conséquent de très efficaces faiseurs d'opinion de la société. Et dans la mesure où l'État a désespérément besoin de façonner cette opinion pour la conformer à ses besoins, cela constitue une solide fondation à cette très ancienne alliance entre les intellectuels et la classe dirigeante de l'État. Cette alliance est fondée sur un compromis. D'une part, les intellectuels répandent au sein de la population l'idée que l'État et ses dirigeants sont sages, bienveillants, parfois divins, et à tout le moins indispensables et représentant la meilleure de toutes les alternatives. En échange de cette panoplie idéologique, l'État intègre les intellectuels à la caste dirigeante, leur attribuant pouvoir, statut, prestige et sécurité matérielle. En outre, les intellectuels sont employés pour gérer la bureaucratie et pour planifier l'économie et la société. Avant l'ère moderne, la caste cléricale était particulièrement prééminente parmi les intellectuels au service de l'État, consolidant la puissante et terrible alliance de chefs de guerre et de guérisseurs, du trône et de l'autel. L'État établit l'Église et lui conféra pouvoir, prestige et richesse prélevés sur ses sujets. En échange, l'Église consacra à l'État de sa sanction divine et inculqua cette sanction à la population. À l'ère moderne, à une époque où les arguments théocratiques ont perdu de leur vigueur auprès du public, les intellectuels se présentent désormais sous le titre scientifique d'experts et sont très occupés à informer le malheureux public que les affaires politiques, tant intérieures que liées aux relations internationales, constituent des problématiques trop compliquées pour que le citoyen moyen ne s'en préoccupe. Seul l'État et ses bataillons d'experts intellectuels, de planificateurs, de scientifiques, d'économistes, et ses gardiens de la sécurité nationale peuvent gérer ce genre de questions. Le rôle des masses, même au sein des démocraties, consiste à approuver et consentir les décisions prises par leurs dirigeants instruits. Historiquement, l'union entre l'Église et l'État, du trône et de l'autel, s'est révélée la tactique la plus efficace pour inculquer l'obéissance au sein de la population et pour susciter son soutien. Burnham atteste du pouvoir du mythe et du mystère pour obtenir le soutien de la population quand il écrit que, dans l'Antiquité, avant que les illusions de la science n'aient corrompu la sagesse traditionnelle,
Les fondateurs de villes étaient considérés comme des dieux ou demi-dieux. Selon la terminologie employée par les hommes de religion, le dirigeant était soit consacré par Dieu ou, dans les cas de nombreux despotismes orientaux où le pouvoir était absolu, était lui-même Dieu. Ainsi, toute remise en question ou opposition à son règne constituait un blasphème. Nombreuses et subtiles sont les armes idéologiques de l'État et ses intellectuels y ont recouru pendant des siècles pour induire la population à accepter leur règne. Une excellente arme a été le pouvoir de la tradition. Plus le règne d'un régime d'un quelconque État était long, plus cette arme était puissante, parce que, dans ce cas, la dynastie X ou l'État y bénéficie de l'aura apparente de siècles de tradition derrière lui. La vénération des ancêtres permet, par un procédé subtil, de développer le culte des dirigeants ancestraux. La force de la tradition est, naturellement, renforcée par la coutume ancienne, qui assure les sujets du caractère bien fondé et de l'apparente légitimité du règne sous lequel ils vivent. Ainsi, le théoricien politique Bertrand de Jouvenel a écrit « La raison principale de l'obéissance réside dans le fait qu'elle est devenue une habitude de l'espèce humaine. Le pouvoir représente pour nous un état de fait naturel. Depuis les temps les plus anciens qui ont été rapportés, il a toujours dirigé les destinées humaines. Les autorités dirigeantes s'en sont allées non sans avoir légué à leurs successeurs leurs privilèges et non sans avoir marqué d'une empreinte durable les esprits des hommes. La succession des gouvernements, qui, tout au long des siècles, dirigent la même société peut être considérée comme une structure continue dont le pouvoir se renforce par des accumulations répétées. Un autre vecteur idéologique puissant consiste pour l'État à dénigrer l'individu et à exalter par contraste la société collective passée comme présente. Toute voix isolée, toute personne osant remettre en cause l'ordre établi, peut ainsi être dénoncée comme un vulgaire opposant insultant la sagesse de ses ancêtres. En outre, toute nouvelle idée, et de manière encore plus vraie pour toute nouvelle idée critique, doit inévitablement débuter comme une opinion minoritaire. Par conséquent, afin d'écarter toute idée potentiellement corruptrice pouvant menacer l'acceptation de sa domination par la majorité, l'État s'efforcera de tuer l'idée dans l'œuf en ridiculisant toute opinion qui s'érige contre l'opinion générale. Le politologue Norman Jacob a récapitulé les leviers par lesquels les anciens dirigeants despotiques chinois utilisèrent la religion pour lier l'individu à la société étatique. La religion chinoise constitue une religion sociale, qui s'évertue à résoudre les problèmes d'ordre social, non d'ordre individuel. La religion est par essence un instrument d'agencement social impersonnel et de contrôle plutôt qu'une source de solution personnelle pour l'individu et l'agencement social et le contrôle s'opèrent par le biais de l'éducation ainsi qu'en inculquant la révérence des supérieurs. La révérence pour les supérieurs plus âgés et donc plus éduqués et plus expérimentés forme le fondement éthique de l'agencement social et du contrôle. En Chine, l'interdépendance entre l'autorité politique et la religion orthodoxe avait pour effet d'assimiler hétérodoxie et erreur politique. La religion orthodoxe se révélait particulièrement active en persécutant et en procédant à la dissolution des sectes hétérodoxes. À ce titre, elle bénéficiait de l'appui du pouvoir séculaire. La tendance générale du gouvernement à rechercher et contrecarrer toute opinion hétérodoxe a été exposée, de manière exquise et pleine d'esprit par l'écrivain libertarien H. L. Mencken. Le gouvernement ne voit dans une idée originale qu'un changement potentiel, et ainsi une immixtion dans ses prérogatives. L'homme le plus dangereux, pour tout gouvernement, est l'homme capable de penser par lui-même, sans être influencé par les superstitions et tabous prédominants. Presque inévitablement, il arrive à la conclusion que le gouvernement sous la tutelle de laquelle il vit est malhonnête, dément et insupportable, et donc, si c'est un romantique, il s'efforcera de le changer. Et même s'il n'est pas romantique personnellement, il est tout à fait en mesure de semer le mécontentement parmi ceux qui le sont. Il est également particulièrement important pour l'État de faire apparaître sa domination comme inéluctable, même si son autorité n'est pas appréciée, comme c'est souvent le cas,
parce qu'elle sera alors acceptée avec une résignation passive qu'exprime le fameux proverbe la mort et les impôts. Un procédé consiste à recourir au déterminisme historique. Si l'État X nous dirige, c'est parce que les inexorables lois de l'histoire en ont décidé ainsi, ou la volonté divine, ou l'absolu, ou les forces matérielles productives, et rien de ce que peuvent entreprendre de frêles et chétifs individus ne peut en altérer le cours. Il apparaît également fondamental pour l'État d'inculquer à ses sujets une aversion envers tout affleurement de ce qui est aujourd'hui désigné comme une théorie conspiratrice de l'histoire. Parce que la recherche de conspiration, aussi peu judicieux qu'en soient souvent les résultats, implique la recherche des motivations, et s'emploie donc à attribuer une responsabilité individuelle pour tous les méfaits historiques commis par les élites dirigeantes. Si, en revanche, toute tyrannie, toute vénalité ou toute guerre d'agression imposée par l'État était attribuée, non à des gouvernants bien désignés, mais à de mystérieuses et obscures forces sociales, ou à l'état d'imperfection du monde ou si, en quelque sorte, tout le monde était coupable, nous sommes tous des assassins, proclame un slogan bien connu, alors il n'y aurait aucun sens à ce que quiconque s'indigne ou se révolte contre de tels méfaits. De plus, l'action de discréditer les théories conspiratrices ou, pour ce qu'il en est, tout ce qui s'apparenterait à un déterminisme économique favorisera l'adhésion des gens aux motifs d'intérêt général qui sont invariablement avancés par l'État moderne pour justifier toute action violente dont il est l'auteur. La domination de l'État est ainsi présentée de manière inéluctable. En parallèle, toute opinion contestant l'existence de l'État se voit enveloppée d'un voile de terreur. Nonobstant son monopole du vol et de la prédation, l'État agite, parmi ses sujets, le spectre du chaos qui soi-disant s'ensuivrait si l'institution étatique était amenée à disparaître. Laissés libres à eux-mêmes, il est soutenu, les gens ne pourraient assurer leur protection contre les agressions sporadiques de criminels et maraudeurs. Par ailleurs, tout au long de l'histoire, chaque État s'est révélé relativement doué à susciter la peur parmi ses sujets des autres gouvernants. Avec l'ensemble de la surface terrestre dorénavant répartie et quadrillée entre différents États, l'une des doctrines et tactiques fondamentales des dirigeants de chaque État a consisté à s'identifier avec le territoire qu'ils gouvernent. Dans la mesure où la plupart des hommes ont tendance à aimer leur terre natale, l'identification de cette terre et de sa population avec l'État représente un procédé permettant de faire tourner le patriotisme naturel à l'avantage de l'État. Si, ainsi, Ruritania se trouve attaquée par Moldavia, la première tâche de l'État ruриtanien et de la classe intellectuelle est de convaincre la population de ce pays que l'agression est commise directement contre elle, et non pas simplement contre sa classe dirigeante. Dans ce sens, une guerre entre gouvernants se trouve convertie en une guerre entre peuples, avec chacun des peuples concernés se précipitant à la défense de leurs dirigeants en vertu de la croyance erronée que ces derniers se préoccupent activement de les défendre. L'instrument du nationalisme s'est révélé très efficace au cours des siècles récents, en effet, il n'y a pas très longtemps, à tout le moins en Europe occidentale, les masses de sujets ne considéraient les conflits entre divers seigneurs et leurs cortèges que comme des guerres picrocolines qui ne les concernaient pas. Une autre façon éprouvée de s'attacher l'allégeance de sujets à sa volonté consiste à les culpabiliser. Tout accroissement du bien-être privé peut être dénoncé sous le titre d'accusation d'avidité déraisonnable, de matérialisme ou de richesse excessive, et les échanges mutuellement bénéfiques que permet le libre marché peuvent être vilipendés d'égoïstes. En fin de compte, la conclusion qui est systématiquement dégagée implique d'exproprier toujours plus de ressources du secteur privé au profit du secteur public parasite, autrement dit de l'État. Souvent, l'appel au public par la classe dirigeante de céder plus de ressources prend la forme austère d'une incitation à accepter toujours plus de sacrifices pour le bien national ou commun. D'une manière ou d'une autre, cependant, tandis que la population se voit contrainte de sacrifier et de restreindre son avidité matérialiste, les sacrifices sont toujours à sens unique. L'État ne sacrifie pas, l'État s'accapare ardemment toujours plus de ressources. Dès lors,
Voici une règle générale de prudence très utile. Lorsque votre gouvernant appelle à plus de sacrifices, préoccupez-vous de votre vie et de vos ressources financières. Ce type d'argumentation reflète un double standard général en matière morale qui s'applique systématiquement aux gouvernants et à personne d'autre. Personne, par exemple, n'est surpris ou scandalisé à l'idée que les hommes d'affaires cherchent à accroître leurs profits. Personne n'est horrifié si des employés démissionnent de leurs emplois mal payés pour occuper des postes mieux rémunérés. Ce type de comportement est considéré comme logique et approprié. Mais si quelqu'un ose asséner que les hommes politiques et les bureaucrates sont motivés par l'idée de maximiser leurs revenus, se répandent dans tout le pays, à corps et à cri, les invectives de théoriciens du complot ou de déterministes économiques. L'opinion générale soigneusement cultivée, naturellement, par l'État lui-même se conforme à l'idée que les hommes entrent en politique ou au sein du gouvernement simplement au motif d'un intérêt dévoué pour l'intérêt général et le bien public. Qu'est-ce qui confère à ces gentlemen de l'appareil étatique leur lustre moral supérieur? Peut-être est-ce la perception vague et instinctive de la population que l'État est engagé de manière systématique dans une activité de prédation, et ainsi que seul un dévouement à l'altruisme de la part de l'État rend ces actions acceptables. Concevoir les hommes politiques et bureaucrates comme sujets aux mêmes objectifs monétaires que tout un chacun ôterait le voile de Robin des Bois duquel s'est drapée la prédation étatique. Parce qu'il apparaîtrait alors clairement que, selon la terminologie empruntée à Oppenheimer, les citoyens ordinaires poursuivent des moyens économiques pacifiques et productifs pour constituer leur richesse, tandis que l'appareil d'État se consacre entièrement à l'organisation de moyens politiques coercitifs et violents. Les habits de l'empereur d'un soi-disant intérêt altruiste pour le bien commun lui seraient ainsi retirés. Les arguments intellectuels auxquels l'État a recouru à travers l'histoire pour emporter le consentement du public peuvent être classés selon deux segments. 1. La domination par le gouvernement existant est inévitable, absolument indispensable et représente une bien meilleure alternative que les malheurs indescriptibles qu'entraînerait sa chute, et, 2. Les dirigeants de l'État sont des hommes particulièrement éminents, sages et altruistes bien plus doués, sages et bienveillants que leurs simples sujets. Autrefois, ce second type d'argument se traduisait sous la forme d'un règne de droit divin ou d'une autorité divine, ou encore d'une aristocratie d'hommes. À l'époque contemporaine, comme nous l'avons mentionné ci-dessus, cet argument s'appuie non plus sur l'approbation divine du régime, mais sur le fait que se trouve à sa tête une sage confrérie d'experts scientifiques particulièrement versés dans l'art de gouverner et dans la connaissance ésotérique du monde. L'usage croissant d'un jargon scientifique, particulièrement dans le domaine des sciences sociales, a permis aux intellectuels de tresser des couronnes en faveur de l'État qui rivalise dans l'obscurantisme avec les anciens rituels religieux. Par exemple, un voleur qui présumait pouvoir se disculper en assurant qu'il aidait sa victime en dépensant le produit de son larcin, donnant ainsi un coup de pouce salutaire à la consommation, serait congédié sans ménagement. Mais quand cette même théorie se pare des équations mathématiques de Keane et de références impressionnantes à l'effet multiplicateur, alors elle emporte aisément la conviction d'un public manipulé. Plus récemment, nous avons assisté à l'émergence aux États-Unis de la profession de gestionnaire de la sécurité nationale, de bureaucrates qui ne se présentent jamais devant les urnes, mais qui continuent, administration après administration, de secrètement utiliser leur soi-disant expertise très particulière pour planifier des guerres, des interventions à l'étranger et autres opérations d'ingérence. Seules leurs monstrueuses maladresses commises pendant la guerre du Vietnam ont permis de mettre en lumière et de remettre en cause leurs activités devant le public. Avant cela, ils pouvaient se permettre de faire ce qu'ils voulaient avec ce dernier, qu'ils considéraient principalement comme de la chair à canon utile pour atteindre leurs propres fins. Un débat public entre le sénateur isolationniste Robert Taft et l'un des plus importants intellectuels en matière de sécurité nationale, que George Bundy, se révéla très instructif tant dans ce qu'il permit de bien distinguer les enjeux mais également l'attitude de la caste intellectuelle dirigeante.
Bindi critique ouvertement Taft au début de l'année 1951 pour avoir lancé un débat public sur la gestion de la guerre de Corée. Bindi mettait en exergue que seuls les cadres chargés de la politique exécutive du gouvernement disposaient des moyens suffisants pour utiliser les ressources diplomatiques et militaires de la meilleure des manières dans le contexte d'une guerre très longue de plusieurs décennies contre les nations communistes. Il était important, selon Bindi, que l'opinion publique et le débat public soient exclus de toute discussion en la matière. Parce que, il prévint, le public n'était malheureusement pas dévoué aux objectifs nationaux inflexibles définis par les gestionnaires de la sécurité nationale, il ne faisait que répondre aux réalités ad hoc de certaines situations données. Bindi soutenait également qu'aucune récrimination ou aucun examen ne pouvait être porté aux décisions de ces cadres, parce qu'il était essentiel que le public accepte leurs décisions sans les remettre en cause. Taft, à l'inverse, dénonçait l'aspect secret du système de prise de décision mis en place par les conseillers spécialisés en matière militaire et autres experts de la branche exécutive du gouvernement, leurs décisions étant en pratique protégées de tout examen extérieur. En outre, il se plaint du fait que dès que quelqu'un osait suggérer une critique ou un débat approfondi, il se voyait immédiatement vilipendé d'être un isolationniste et un saboteur de l'unité bipartisane de la politique étrangère américaine. De la même façon, au moment où le président Eisenhower et le secrétaire d'État Dulles envisageaient dans leur conversation privée d'entrer en guerre en Indochine, un autre éminent cadre national de sécurité, George F. Kennan, confiait au public qu'il existe des moments où, après avoir élu un gouvernement, nous serions mieux avisés de le laisser gouverner et de le laisser s'exprimer à notre place dans les divers forums des nations. Nous décernons aisément les raisons pour lesquelles l'État a besoin des intellectuels, mais pourquoi les intellectuels ont-ils besoin de l'État? Pour le dire très simplement, les moyens de subsistance d'un intellectuel sur le libre marché sont loin d'être garantis, parce que l'intellectuel, comme quiconque agissant dans le cadre de ce marché, dépend alors financièrement des valeurs et des choix de ses concitoyens, et il est caractéristique que ceux-ci ne s'intéressent en général guère à la matière intellectuelle. L'État, de l'autre côté, se montre désireux d'offrir aux intellectuels une place douillette, sécurisée et permanente au sein de son appareil, un revenu garanti, ainsi que toute la panoplie du prestige. L'alliance enthousiaste entre l'État et les intellectuels se trouvait symbolisée par le vif désir des professeurs de l'université de Berlin, au cours du XIXe siècle, de former, tel qu'ils le proclamaient, le rempart intellectuel de la maison des Hohenzollern. D'un point de vue idéologique superficiellement différent, elle peut être observée dans la réaction outragée et très révélatrice de l'éminent universitaire marxiste spécialiste de la Chine ancienne, Joseph Needham, à la critique caustique de l'ancien despotisme chinois formulée par Karl Wittfogel. Wittfogel avait démontré l'importance, pour renforcer la stabilité du régime, de la glorification confucéenne des fonctionnaires lettrés, les mandarins, qui assuraient la gestion quotidienne de la bureaucratie du régime despotique. Needham répliqua de manière indignée que la civilisation que le professeur Wittfogel critique avec autant d'amertume recrutait volontiers poètes et érudits comme fonctionnaires. À quoi bon se soucier de l'aspect totalitaire du régime tant que la caste dirigeante recrute des intellectuels certifiés en abondance? L'état d'esprit admiratif et flagorneur des intellectuels envers leurs gouvernants a été illustré à maintes reprises au cours de l'histoire. Une attitude américaine contemporaine homologue au rempart intellectuel de la maison des Hohenzollern se retrouve chez les intellectuels libéraux envers la fonction et la personne du président. Ainsi, pour le professeur de sciences politiques Richard Neustadt, le président représente l'unique symbole monarchique de l'Union. Et le conseiller politique Townsend Hoop, au cours de l'hiver 1960, écrivit que dans le cadre de notre système le peuple ne peut se référer qu'au président pour définir les orientations de notre politique étrangère ainsi que les programmes nationaux et sacrifices requis pour y contribuer avec efficacité. Après plusieurs générations d'un tel discours, il n'est en rien surprenant que Richard Nixon,
à la veille de son élection en tant que président, décrivent son rôle de la manière suivante: le président, doit exprimer les valeurs de la nation, définir ses objectifs et mettre en œuvre sa volonté. La conception de Nixon de son rôle se révèle singulièrement similaire à celle qu'articule Ernst Hubé, dans l'Allemagne des années 1930, dans son ouvrage La loi constitutionnelle du Grand Empire germanique. Hubé écrivit que le chef de l'État définit les objectifs à atteindre et détermine l'emploi de tous les pouvoirs nationaux afin de les accomplir. Il donne à la destinée nationale sa véritable raison d'être ainsi que sa valeur. L'attitude et la motivation de la caste intellectuelle contemporaine chargée de la sécurité nationale de s'ériger comme bouclier de l'État a été caustiquement décrite par Marcus Raskin, qui fut un membre du Conseil national de sécurité sous l'administration Kennedy. Les qualifiant d'intellectuels anges de la mort, Raskin écrit: leur fonction la plus essentielle consiste à justifier le pouvoir de leurs employeurs et de contribuer à leur maintien au pouvoir. Afin de légitimer une importante production continue de ces missiles et bombes thermonucléaires, les dirigeants militaires et les industriels avaient besoin d'une doctrine. Ce besoin est devenu particulièrement urgent vers la fin des années 1950, lorsque plusieurs membres de l'administration Eisenhower, soucieux de redresser le budget, commencèrent à se demander pourquoi autant d'argent, de réflexion et de ressources étaient dépensés dans des programmes d'armement dont le besoin n'était pas justifié. C'est ainsi que les intellectuels de la défense s'ébrouèrent, dans les milieux universitaires et en dehors, pour expliquer la nécessité d'établir de tels programmes. Les programmes publics d'acquisition d'armement devaient poursuivre leur croissance, et ils continueraient d'en démontrer la logique. À cet égard, ils ressemblent à la grande majorité des experts modernes qui acceptent sans broncher les hypothèses des institutions qui les emploient simplement pour des raisons d'argent, de pouvoir et de prestige. Ils sont suffisamment malins pour ne pas remettre en cause l'existence de leur employeur. Il ne s'agit pas de dire que tous les intellectuels ont de tout temps et partout été des intellectuels courtisans, des serviteurs et des partenaires minoritaires du pouvoir. Mais cela a constitué la tendance générale dans l'histoire des civilisations, généralement sous la forme d'ordre religieux, tout comme le système de gouvernement de ces civilisations s'est toujours apparenté à une forme ou une autre de despotisme. Certaines glorieuses exceptions ont existé cependant, particulièrement dans l'histoire de la civilisation occidentale, où les intellectuels ont souvent été d'acerbes critiques et des opposants au pouvoir de l'État, et ont employé leurs dons intellectuels pour élaborer des théories et doctrines sur lesquelles s'appuyer dans le cadre de la guerre de libération contre ce pouvoir. Mais invariablement, ces intellectuels n'ont pu s'élever au rang de force significative d'opposition que quand ils opéraient depuis une position indépendante, une position matérielle indépendante distinguée de l'appareil étatique. Parce que partout où l'État contrôle toute la propriété, la richesse et l'emploi, tout le monde dépend alors de lui, et il devient difficile, si ce n'est impossible, pour une telle position critique indépendante d'exister. Cela a été le cas en Occident, où un corps d'intellectuels critiques a pu se développer et prospérer, en raison des différents foyers de pouvoir décentralisés et des sources indépendantes d'accès à la propriété et à l'emploi, leur permettant par conséquent de critiquer l'État depuis plusieurs forums indépendants. Au Moyen Âge, l'Église catholique romaine, qui était au moins séparée, voire totalement indépendante, de l'État, et les nouvelles villes libres ont ainsi pu devenir de puissants foyers intellectuels d'opposition. Au cours des siècles ultérieurs, professeurs, ministres du culte et pamphlétaires ont pu jouir de leur indépendance de l'État au sein d'une société relativement libre pour réclamer plus de liberté. À l'opposé, l'un des premiers philosophes libertariens, Lao Tse, qui vécut sous l'ancien régime despotique chinois, ne vit aucun espoir d'instaurer la liberté dans une telle société totalitaire sauf en adoptant une attitude quiétiste, recommandant que l'individu renonce à toute vie sociale. Avec un pouvoir décentralisé, avec une église séparée de l'État, avec des villes et des bourses développant librement en dehors du système féodal, et avec une certaine forme de liberté au sein de la société,
l'économie de l'Europe occidentale a pu prospérer de telle manière à surpasser toutes les civilisations précédentes. En outre, la structure tribale germanique en particulier celtique qui domina à la suite de la désintégration de l'Empire romain présentait de nombreux aspects libertariens. En lieu et place d'un puissant appareil étatique exerçant un monopole de la violence, les différends étaient résolus par plusieurs hommes de la tribu confrontant leurs opinions et consultant les aînés de la tribu sur la nature et l'application des coutumes et de la loi commune de la tribu. Le chef n'était en général qu'un chef de guerre, que l'on appelait pour remplir ce rôle que lorsqu'une guerre avec une autre tribu faisait rage. Il n'y avait jamais de guerre permanente ou de bureaucratie militaire dans ces tribus. En Europe occidentale, comme dans de nombreuses autres civilisations, l'État se formait typiquement, non pas en vertu d'un contrat social volontaire, mais par la conquête d'une tribu sur une autre. La liberté originelle de la tribu ou de la paysannerie devient ainsi la proie des conquérants. Au départ, la tribu conquérante pillait et massacrait la tribu victime puis poursuivait sa route. Mais à un certain moment, les conquérants décidèrent qu'il leur serait plus profitable de s'installer parmi la paysannerie conquise afin de pouvoir la diriger et de la piller sur une base permanente et systématique. Le tribut périodique prélevé sur les sujets conquis prit plus tard la dénomination d'imposition. Et, de la même manière, les chefs de clan conquérants quadrillèrent puis répartirent les terrains de la paysannerie à leurs différents guerriers, qui purent alors eux-mêmes s'installer et percevoir un loyer féodal de la paysannerie. Les paysans étaient souvent asservis, ou plutôt, devenaient des serfs de la terre elle-même, afin de procurer une source continue de travailleurs exploités aux seigneurs féodaux. Nous pouvons nous arrêter sur plusieurs cas marquants de fondation d'un État moderne par le biais de la conquête. Un premier exemple remonte à la conquête de la paysannerie indienne par les Espagnols en Amérique latine. Les conquistadors ont non seulement établi un nouvel État amené à régner sur les Indiens, mais les terres de la paysannerie furent distribuées entre les différents seigneurs conquérants, leur permettant de collecter pour toujours une rente auprès des laboureurs. Un autre exemple concerne l'imposition d'un nouveau régime politique aux Saxons d'Angleterre à la suite de leur conquête par les Normands en 1066. Les terres d'Angleterre furent réparties entre les divers seigneurs de guerre normands, qui ainsi mirent en place un État suivant le système de domination féodale. Pour le libertarien, le cas le plus intéressant et très certainement le plus poignant de création d'un État par le biais de la conquête fut la destruction de la société libertarienne irlandaise par l'Angleterre au XVIIe siècle, une conquête qui établit un État impérial et conduisit à l'expulsion de nombreux Irlandais de leur si chère terre natale. La société libertarienne d'Irlande, qui perdura près de 1000 ans et qui sera abordée de manière plus approfondie ci-dessous fut capable de résister à la conquête anglaise pendant des centaines d'années en raison de l'absence d'État, qui peut être conquis facilement et ensuite utilisé pour dominer le reste de la population autochtone. Mais alors que pendant toute l'histoire occidentale, des intellectuels ont élaboré des théories destinées à contrôler et limiter le pouvoir de l'État, chaque État a été capable d'employer ses propres intellectuels pour transformer ses idées et les exploiter pour légitimer la croissance de son pouvoir. Ainsi, à l'origine, en Europe occidentale, le concept des monarques de droit divin constituait une doctrine promue par l'Église afin de restreindre le pouvoir étatique. L'idée était que le roi ne pouvait pas juste imposer sa seule volonté arbitraire. Ses édits devaient se conformer à la loi divine. Alors que la monarchie absolue gagnait en légitimité, toutefois, les rois purent contourner ce concept en assurant qu'en réalité, il signifiait que Dieu donnait son aval à toutes les actions du roi, que son règne était de droit divin. De manière similaire, le concept de démocratie parlementaire fut introduit comme mécanisme de contrôle, par le peuple, du règne absolu du roi. Le roi se voyait contraint par le pouvoir du Parlement de lui accorder les revenus de l'imposition. Progressivement, cependant, alors que le Parlement supplantait le roi comme chef de l'État, le Parlement lui-même devint le souverain incontrôlé de l'État. Au début du XIXe siècle, les utilitaristes anglais,
qui défendaient l'accroissement de la liberté individuelle au nom de l'utilité sociale et du bien commun, verraient leurs idées exploitées au bénéfice de l'expansion des prérogatives de l'État. Comme l'écrit de Jouvenel, de nombreux théoriciens de la souveraineté ont réfléchi à la mise en œuvre de l'un ou l'autre de ces instruments de contrôle. Mais au final chacune de ces doctrines a, tôt ou tard, perdu son objet original et n'a finalement servi que de tremplin au pouvoir, en lui procurant l'aide précieuse d'un souverain invisible avec lequel il put, avec le temps, s'identifier lui-même. Assurément, la tentative la plus ambitieuse de toute l'histoire de contraindre les pouvoirs de l'État fut la Déclaration des droits et autres prescriptions limitatives de la Constitution des États-Unis. En l'espèce, des règles écrites restreignant les prérogatives du gouvernement formèrent la loi fondamentale, qui devait être interprétée par une institution judiciaire supposément indépendante des autres fonctions du gouvernement. Tous les Américains sont familiers de la justesse de l'analyse prophétique de John C. Calhoun. Le propre monopole judiciaire de l'État lui a permis d'étendre inexorablement son pouvoir au cours du dernier siècle et demi. Mais peu ont été aussi enthousiastes que le professeur libéral Charles Black qui célèbre cette évolution à l'idée que l'État ait pu convertir et exploiter à son profit le système de contrôle juridictionnel en faisant, d'un instrument contraignant, un puissant outil de légitimation de ses actions aux yeux du public. Si une décision judiciaire d'inconstitutionnalité représente un puissant frein pour le pouvoir étatique, un verdict de constitutionnalité constitue une arme tout aussi efficace pour promouvoir auprès du public un accroissement des prérogatives étatiques. Le professeur Black commence son analyse en insistant sur le besoin crucial de légitimité pour qu'un État puisse durer, ce qui implique l'acceptation du gouvernement et de ses actions par une majorité, même simple. La reconnaissance de légitimité, toutefois, se révèle un réel problème dans un pays comme les États-Unis, où d'importantes restrictions ont été introduites dans la théorie sur laquelle le gouvernement s'appuie. Ce dont le gouvernement a besoin, ajoute Black, c'est d'une méthode par laquelle il puisse garantir à la population que ses prérogatives croissantes sont effectivement constitutionnelles. Et cela, il conclut, a constitué la fonction historique majeure du système de contrôle de constitutionnalité. Voyons comment Black illustre cette question. Le risque suprême, pour le gouvernement, résiderait dans la dissémination d'un sentiment de désaffection et de mécontentement à travers la population, et dans la perte par le gouvernement de son autorité morale en tant que telle, même s'il peut être maintenu par la force ou l'inertie ou par l'absence d'une alternative attrayante et immédiatement disponible. Presque quiconque vivant sous un gouvernement dont les pouvoirs sont limités se voit assujetti, tôt ou tard, à une action gouvernementale qu'il considère, en privé, étrangère aux attributions de celui-ci ou lui étant même explicitement proscrite. Un homme est conscrit, bien qu'il ne lise rien dans la Constitution concernant la conscription. Un agriculteur se voit prescrire la quantité de blé qu'il peut planter, il croit, et il découvre que de très respectables avocats partagent son point de vue, que le gouvernement n'a pas plus le droit de lui imposer la quantité de blé qu'il peut cultiver qu'il n'a le droit de dire à sa fille avec qui elle doit se marier. Un homme est incarcéré dans une prison fédérale pour avoir exprimé ses opinions, et il tourne en rond dans ce cellule en récitant. Le Congrès n'adoptera pas de loi visant à limiter la liberté d'expression. Un homme d'affaires se voit indiquer ce qu'il peut demander, et ce qu'il doit demander, pour du beurre. Le danger existe réellement que chacune de ces personnes, et qui n'en fait pas partie, confrontera la vision qu'il se fait d'un gouvernement limité avec la réalité, telle qu'il la constate, de ses véritables limites, outrepassées de manière flagrante, et en tirera la conclusion logique quant à la légitimité de son gouvernement. Ce danger est écarté, poursuit Black, par le fait que l'État ait élaboré la doctrine selon laquelle une institution doit disposer de l'autorité finale en matière de constitutionnalité, et que celle-ci doit être partie intégrante du gouvernement fédéral lui-même. Parce que,
Bien que l'apparente indépendance du système judiciaire fédéral ait contribué de manière fondamentale à faire passer ces décisions presque pour les Écritures saintes auprès de la majorité de la population, il est également vrai que ce système est indissociable de l'appareil gouvernemental en ce que ses membres sont nommés par les pouvoirs exécutifs et législatifs. Le professeur Black concède que le gouvernement s'est ainsi désigné juge et partie dans sa propre affaire, et a par conséquent violé un principe juridique fondamental indispensable à une justice juste et équitable. Mais Black paraît étonnamment léger et indifférent devant cette transgression. Le pouvoir ultime de l'État doit s'arrêter là où le droit l'arrête. Et qui doit en définir la limite, et qui doit en assurer le respect, contre le pouvoir le plus fort. Eh bien, voyons, l'État lui-même bien sûr, par le biais de ses lois et de ses juges, qui contrôle les modérés, qui enseigne aux sages. Et ainsi Black admet que lorsque nous avons un État, nous cédons toutes nos armes et tous nos moyens de coercition à l'appareil étatique, nous transférons tout notre pouvoir de décision finale à ce groupe déifié, et ensuite nous devons joyeusement et calmement nous installer à notre aise et attendre l'infini courant de justice qui s'apprête à jaillir de ces institutions bien qu'elles soient en pratique juges de leurs propres affaires. Black ne conçoit aucune alternative à ce monopole coercitif de décision judiciaire appliqué par l'État, mais c'est précisément sur ce point que notre nouveau mouvement conteste la vision conventionnelle et affirme qu'il existe bien une alternative viable, le libertarianisme. Ne distinguant pas d'alternative, le professeur Black se rabat sur le mysticisme dans sa défense de l'État, comme en témoigne son analyse finale, selon laquelle il considère que le succès de l'État dans sa poursuite de la justice et de la légitimité, malgré le fait qu'il soit juge de ses propres affaires, constitue une sorte de miracle. En ce sens, le libéral Black rejoint le conservateur Burnham en se réfugiant dans le miraculeux, admettant par là même qu'il n'existe pas d'argument rationnel satisfaisant en faveur de l'État. Appliquant sa vision réaliste de la Cour suprême aux fameux différends qui opposa cette même Cour à la politique du New Deal au cours des années 1930, le professeur Black réprimande ses confrères libéraux pour leur manque de perspicacité dans leur dénonciation de l'obstructionnisme judiciaire, la version habituelle de l'histoire du New Deal et de la Cour, malgré son exactitude, déplace l'attention du cœur du sujet. Elle se focalise sur les difficultés, elle oublie presque la manière dont toute cette affaire a tourné. Le résultat de l'histoire, et c'est ce sur quoi je préfère insister, fut qu'après avoir rechigné pendant près de 24 mois, la Cour suprême, sans qu'aucune loi n'en ait modifié la composition, ni même encore, n'en ait changé un seul membre, a donné son approbation à la politique du New Deal, et a ainsi légitimé une conception entièrement nouvelle du gouvernement en Amérique, italique du professeur Black. De cette manière, la Cour suprême a pu donner le coup de grâce au large nombre d'Américains qui avaient soulevé d'importantes objections d'ordre constitutionnel à l'expansion des pouvoirs du gouvernement par le biais du New Deal. Naturellement, tout le monde ne fut pas satisfait. Le bon prince Charlie de la politique de laisser-faire constitutionnellement garantie déchaîne encore les cœurs et les passions de quelques zélotes dans les régions montagneuses, islandes, d'un monde imaginaire en colère. Mais il n'existe plus de doute substantiel, ou pouvant présentant une quelconque menace, parmi le public quant au pouvoir constitutionnel du Congrès pour intervenir de la manière dont il l'entend dans l'économie nationale. Nous ne disposions d'aucun autre moyen, si ce n'est par le biais de la Cour suprême, pour conférer sa légitimité à la politique du New Deal. Ainsi, même aux États-Unis, gouvernement singulier pour avoir une constitution qui prescrit de strictes et solennelles restrictions à ses prérogatives, même ici la constitution a pu être détournée pour sanctionner l'expansion du pouvoir étatique plutôt que de l'empêcher. Comme Calhoun l'avait prédit, toute limitation écrite qui laisse au gouvernement le pouvoir d'interpréter ses propres prérogatives seront inévitablement interprétées de telle manière à en favoriser l'extension et non à en contraindre le développement. Indubitablement,
L'idée de restreindre le pouvoir avec les chaînes d'une constitution écrite s'est révélée être une noble tentative qui a échoué. L'idée d'un gouvernement strictement encadré s'est manifestement démontrée utopique. D'autres méthodes, plus radicales, doivent être identifiées pour empêcher la croissance d'un État agressif et violent. À cet égard, le système libertarien conteste vivement l'idée même qu'il soit nécessaire de créer un gouvernement, une institution disposant du monopole de la violence sur un territoire donné contre lequel il faille ensuite développer des moyens efficaces pour en limiter l'expansion. L'alternative libertarienne consiste à s'abstenir de créer un tel monopole en premier lieu. Nous explorerons en profondeur le concept de société sans État, une société sans gouvernement formel, au cours des prochains chapitres. Mais il est un exercice instructif de délaisser notre manière habituelle de voir les choses, et de reconsidérer l'argumentaire en faveur d'un État d'un regard nouveau. Essayons de passer outre le fait qu'aussi loin que nous puissions nous en rappeler, l'État a monopolisé les services de police et de justice de la société. Supposons que nous reprenions tous depuis le départ, et que plusieurs millions d'entre nous se voient projetés sur Terre, à l'âge adulte, depuis une autre planète. Un débat s'engage sur la question de savoir comment la sécurité, services de police et de justice, sera assurée. L'un dit, donnons tous nos armes à Dupont là-bas, ainsi qu'aux membres de sa famille. Et laissons Dupont et sa famille arbitrer tous nos différends. De cette manière, les Dupont pourront tous nous protéger contre les actes d'agression ou de fraude que l'un d'entre nous pourrait commettre. En remettant aux Dupont le pouvoir de décision finale en matière de règlement des différends, nous serions tous protégés les uns des autres. Et ensuite permettons aux Dupont d'utiliser leurs armes pour tirer leurs revenus de ce service essentiel de protection qu'ils assurent, et permettons-leur de s'accaparer autant de ressources qu'ils le désirent par la force. Assurément, dans ce contexte, tout le monde tournerait cette proposition en dérision. Parce qu'il apparaîtrait alors clairement évident que nous ne disposerions d'aucun moyen, dans ce cas, pour nous protéger de potentielles agressions et autres déprédations de la part des Dupont eux-mêmes. Personne n'aurait alors la démence de répondre à cette ancienne et judicieuse interrogation, les gardiens, eux, qui les gardera ? De la manière insouciante dont le fait le professeur Black, qui contrôle les modérés ? C'est uniquement parce que nous avons été accoutumés depuis des milliers d'années à l'existence de l'État que nous apportons des réponses aussi absurdes aux questions de protection et de sécurité. Et, naturellement, l'État n'a jamais trouvé son origine dans cette sorte de contrat social. Comme Oppenheimer l'avait mis en avant, l'État a été institué par le biais de la violence et de la conquête, même si dans certains cas l'État est né d'évolutions internes propres à une société donnée. Il n'a incontestablement jamais été établi à partir du consentement général ou d'un contrat. Le credo libertarien peut maintenant être résumé comme comprenant, 1. Le droit absolu de chaque individu à la propriété de son corps, 2. Le droit tout aussi absolu de posséder et ainsi de contrôler les ressources matérielles qu'il a trouvées et transformées, et 3. Par conséquent le droit absolu d'échanger ou de transférer la propriété de ces titres à quiconque est enclin à échanger ou à recevoir cette propriété. Comme nous l'avons étudié, chacune de ces étapes implique les droits de propriété, mais même si nous désignons l'étape 1 comme des droits personnels, nous verrions que les questions liées à la liberté individuelle sont inextricablement associées aux droits de propriété matérielle et de libre-échange. Ou encore, en un mot, les droits à la liberté individuelle et à la liberté d'entreprendre sont inéluctablement entremêlés et ne peuvent être décemment distingués. Nous avons vu que l'exercice de la liberté d'expression individuelle, par exemple, requiert presque inévitablement l'exercice de la liberté économique, c'est-à-dire, la liberté de posséder et d'échanger des ressources matérielles. L'organisation d'une conférence pour exercer sa liberté d'expression implique de louer une salle, de se rendre à cette salle par la route, et d'utiliser un quelconque moyen de transport, etc. La liberté de la presse, qui lui est étroitement associée, de manière encore plus flagrante, implique de payer l'impression et d'utiliser une presse,
de vendre des tickets d'entrée à de potentiels acheteurs, en bref, tous les ingrédients de la liberté économique. En outre, notre exemple de l'appel au feu dans une salle de théâtre bondée nous fournit une ligne directrice claire pour déterminer celui dont les droits doivent être protégés dans n'importe quelle situation, ces lignes directrices relevant d'un critère unique, les droits de propriété.